Bonjour, bienvenue sur le site internet de Conf Raphaël. Cette conf s'adresse aujourd'hui donc au D3. Je m'appelle Michael Perret, je suis chirurgien digestif et je suis praticien hospitalier à l'Assistance publique de Paris, à l'hôpital Avicenne. Nous ferons 5 cas cliniques. Les 2 premiers sont des cas cliniques courts avec un système de questions-réponses rapides et un temps que je vais vous déterminer au fur et à mesure. Et ensuite, 3 cas cliniques plus longs, type conférence d'internat habituelle. Donc, Monsieur P, 24 ans, consulte aux urgences de votre hôpital pour de violentes douleurs épigastriques débutées brutalement il y a 2 jours. Monsieur P n'a pas d'antécédents particuliers, il fume un paquet par jour depuis 7 ans. 5 jours avant le début de ses douleurs, il avait consulté son médecin généraliste pour une entorse de la cheville droite qu'il s'était faite en jouant au football et pour laquelle il avait été traité par Diantalvic, Voltaren, orthèse de cheville, Aircast et repos. Les douleurs étaient initialement localisées à l'épigastre, elles ont augmenté en intensité et semblent se généraliser à tout le ventre. Ces douleurs irradient dans l'épaule droite. Vous sortez du bloc et l'externe qui a examiné ce patient revient vous voir inquiet car le patient est très algique avec une défense généralisée et un fébricule à 37,9. Il a vomi une fois dans le box avec un peu de sang, il n'a pas de bruit hydroaérique. Sur le plan biologique, l'hémoglobine est à 13,9 g, les globules blancs à 16 000, le TP est normal, le bilan hépatique est normal, les plaquettes sont à 380 000, la CRP à 26, le TCA est normal, l'amylase et la lipase sont normales, l'électro retrouve un rythme régulier sinusal sans anomalie particulière. Le patient revient à l'instant de la radiologie, l'externe vous tend le cliché. Alors je vous laisse regarder tranquillement ce cliché que vous commenterez ultérieurement. Première question, quel diagnostic différentiel redoutable est éliminé par un électrocardiogramme normal? Il s'agit d'une réponse courte et vous avez 30 secondes. Alors, l'électrocardiogramme permet d'écarter un infarctus du myocarde en territoire inférieur à forme abdominale. Le message est donc, devant toute douleur épigastrique, pratiquer systématiquement un électrocardiogramme. Question suivante. Qu'est-ce qu'une défense? Qu'est-ce qu'une contracture abdominale? Que cela signifie-t-il? Et vous avez 1 minute pour répondre. Alors la défense est une contraction, tous les termes sont importants, une contraction aiguë, involontaire, éphémère et douloureuse de la paroi abdominale à la palpation. La contracture est une contraction spontanée, permanente de la paroi abdominale, tonique et invincible. Il s'agit du classique ventre de bois, donc j'insiste, et douloureuse à la palpation. Ce qui est fondamental, c'est que la défense ou la contracture signifie une irritation péritonéale, la défense localisée, la contracture généralisée, et ça signe l'abdomen chirurgical, mais ça ne présage pas du pronostic. Question numéro 3, donc interprétez cette imagerie et vous avez 30 secondes pour répondre.
Alors, il s'agit en fait donc d'un pneumopéritoine, puisque sur ce cliché, on retrouve donc un croissant clair gazeux, interhépatico-diaphragmatique à droite et sous-diaphragmatique à gauche, signant le pneumopéritoine abondant. Alors, donc, j'insiste sur les demandes. Donc, il faut demander pour avoir ces résultats un cliché centré sur les coupoles diaphragmatiques. Donc, bien insister sur la demande. Et je répète les termes. Donc, on met bien en évidence un croissant clair gazeux sous-diaphragmatique, signant un pneumopéritoine le plus souvent abondant. Sur le plan de la signification, le pneumopéritoine traduit la perforation d'un organe creux. Alors, quand on a affaire assez souvent à des patients fragiles, on peut demander un cliché en décubitus latéral gauche avec un rayon directeur horizontal. Ici, donc vous voyez donc ce décubitus latéral gauche avec le croissant clair qui apparaît ici sous la paroi. Alors, quelques remarques sur le pneumopéritoine. Alors, il faut savoir que la sensibilité n'est que de 60 à 80% au maximum, car lorsque le segment digestif atteint est rempli de liquide, c'est un épanchement liquidien péritonéal qui traduit la perforation, et la quantité de gaz intrapéritonéal pouvant être très réduite en pareil cas, quelques centimètres cubes, comme le montre très bien, vous verrez, le scanner. Un petit rappel sur pneumopéritoine et scanner. Le scanner, s'il peut être fait, j'insiste rapidement, permet sans injection, surtout ni ingestion de produits de contraste, premièrement d'affirmer le pneumopéritoine. Alors, on retrouve la présence de gaz exoluminal collecté dans les parties hautes de la cavité abdominale chez un sujet en décubitus, notamment en avant du bord antérieur du foie. Il ne faut pas confondre avec le cul-de-sac pleuropulmonaire antérieur, et il faut donc chercher les autres zones de trapage de bulles gazeuses exoluminales, notamment au niveau du pédicule lymphatique, comme vous le verrez sur les prochaines diapos. Deuxièmement, il permet, donc en dehors d'affirmer le pneumopéritoine, de préciser l'origine du pneumopéritoine, en retrouvant une réaction inflammatoire, avec notamment une perte de transparence de la graisse péritonéale, ce que les radiologues appellent la graisse sale, associée à la présence de bulles gazeuses au contact de la région antro-pyloro-bulbaire, qui est le siège de l'ulcère perforé. Voici donc quelques clichés de scanner, où vous retrouvez ici l'épanchement aérique et ici l'épanchement liquidien. Un autre cliché, où là nous voyons ici la présence de bulles au niveau de la face antérieure de la région antropylorique. Ici, en étudiant très finement ce scanner, on retrouve une seule bulle gazeuse préhépatique. C'est dans ce cas de figure que l'ASP peut être négatif. Donc sur ce cliché, vous voyez donc l'épanchement péritonéal au niveau du cul-de-sac de Douglas entre le rectum en arrière et l'utérus en avant chez une femme qui témoigne donc de la péritonite. Nous passons donc à la question 4. Quel diagnostic évoquez-vous? Sur quels arguments? Je vous propose 2 minutes de réflexion.
Alors, le diagnostic donc chez ce patient, c'est donc une péritonite aiguë par perforation d'un ulcère gastro-duodénal chez un homme de 24 ans tabagique ayant pris des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, quels sont les arguments? Donc, le fameux TAFAC-PD, ici, avec, concernant le terrain, un homme jeune, l'anamnèse, la prise récente d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, la fréquence et la gravité, à évoquer devant donc toute douleur épigastrique brutale. Toute douleur brutale signe est très en faveur d'une pathologie chirurgicale. Les antécédents, un tabagisme. La défense abdominale est associée à des douleurs épigastriques irradiant dans l'épaule droite avec un léger fébricule. Sur le plan radiologique, on retrouve un pneumopéritoine qui signe la perforation digestive. Et sur le plan du diagnostic différentiel, il n'y a pas d'argument pour une pathologie hépatique puisque le bilan hépatique est normal, une pathologie pancréatique puisque vous vous souvenez que le bilan pancréatique est normal. L'électrocardiogramme est normal et ce patient n'a pas de syndrome septique majeur qui est contre une perforation diverticulaire qui est beaucoup plus cognée. Alors, quelques petites remarques. Alors, donc, je répète, hein, l'origine ulcéreuse de la péritonite doit être suspectée sur les données de l'anamnèse, notamment les antécédents et la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'absence initiale de fièvre, c'est très important. La perforation d'ulcère est une péritonite au départ chimique avec un liquide gastrique qui n'est pas très agressif. Le maximum épigastrique de la douleur et de la contracture. Alors, je voudrais insister sur des formes trompeuses et notamment l'ulcère perforé bouché. Alors, que se passe-t-il sur le plan anatomique? La perforation est couverte par l'épiplomb ou les organes de voisinage associés à la présence de fausses membranes. Le tableau typique clinique peut être alors suivi d'une amélioration rapide, spontanée, et l'évolution peut se faire vers la perforation en 2 temps ou vers l'abcès soufrénique. Cinquième question, quelle est votre prise en charge? Et je vous propose 2 minutes de réflexion. Alors, bon, certains mots-clés, bien sûr. Il s'agit d'une urgence thérapeutique. Il faut que le patient soit hospitalisé en chirurgie digestive. Alors, pensez toujours, bien qu'il s'agisse d'une question de chirurgie, à commencer par le traitement médical. On ne se jette pas sur les patients, on commence par les traiter médicalement. Alors, les mots-clés importants, le patient doit rester à jeun strict. La sonde nasogastrique, ne l'oubliez pas, en aspiration continue. Le patient bénéficiait de la pose de 2 voies veineuses, d'une rééquilibration hydroélectrolytique. Il bénéficiait en urgence d'un bilan préopératoire et d'une consultation d'anesthésie. Et à partir du moment où le diagnostic est fait, on peut y aller dans les antalgiques, adaptés à l'EVA éventuellement. On peut aller jusqu'à des antalgiques très forts, type Acupan, puisqu'on ne risque pas de masquer une pathologie chirurgicale, puisqu'on a décidé d'opérer le patient.
L'antibiothérapie, donc, elle doit être parentérale, débuter immédiatement après les hémocultures. Alors les mots-clés, bactéricides contre les germes le plus souvent rencontrés, et dans cette pathologie, c'est des BGN et des anaérobies. Le traitement chirurgical, c'est le traitement de la perforation. Il se fera, bien entendu, au bloc opératoire, sous anesthésie générale, sous antibiothérapie. Actuellement, la tendance, si l'on a affaire à un patient jeune, chez qui la péritonite est relativement récente, à essayer de proposer un abord célioscopique, mais qui peut aussi bien se faire par la parotomie exploratrice médiane sus-ombilicale. Alors, que comporte l'intervention chirurgicale? Tout d'abord, l'exploration de l'ensemble de la cavité abdominale. N'oubliez pas les prélèvements bactériologiques, d'emblée, avec recherche de germes anaérobies. On localise la plaie ulcéreuse, elle est gastrique ou duodénale, le plus souvent elle est duodénale. Quand elle est duodénale, on peut proposer une suture simple de la perforation avec une épiploplastie. Et quand s'il s'agit d'un ulcère gastrique, il faut penser au cancer et pratiquer systématiquement l'excision et l'examen anatomatologique de la perforation pour éliminer un cancer. Ensuite, on fera une toilette péritonéale abondante, un drainage en fonction des chirurgiens et des équipes, et une fermeture par plan. Actuellement, le traitement chirurgical de la pathologie ulcéreuse a changé. En fait, il y a 20 ou 30 ans, les chirurgiens opéraient énormément d'ulcères chroniques, puisque nous n'avions pas la panoplie des anti-ulcéreux que nous avons actuellement. Et maintenant, donc la plupart des interventions qui sont proposées sont des interventions en urgence. Et d'ailleurs, maintenant, le traitement, si vous voulez, de la maladie ulcéreuse de fond se fera le plus souvent après. Voilà, donc quand on a affaire donc à un ulcère perforé, on le suture, on traite l'urgence chirurgicale, mais le plus souvent la maladie ulcéreuse est traitée secondairement et on ne fait plus les interventions dites de vagotomie que l'on faisait antérieurement. Ce qui est fondamental et ce qui a changé la prise en charge de l'ulcère duodénal et de ses complications, c'est le fameux Helicobacter pylori, qui est un germe qui favorise l'apparition de l'ulcère duodénal et qui justifie d'une trithérapie à la fois antisécrétoire et surtout l'association de 2 antibiotiques. Le plus souvent proposé, c'est l'association Clamoxyl-Zeclar. Alors, quelques remarques concernant la prise en charge de l'ulcère gastrique, donc de l'ulcère. Donc s'il s'agit d'un ulcère gastrique qui a été opéré, on propose 5 semaines de traitement en simple dose d'IPP. S'il s'agit d'un ulcère compliqué ou duodénal, compliqué ou non, avec une douleur persistante après éradication de l'Helicobacter pylori, on proposera 3 semaines d'IPP simple dose. S'il s'agit d'un ulcère duodénal non compliqué et asymptomatique après éradication de l'Helicobacter pylori, pas de traitement complémentaire. Je voudrais insister sur la prophylaxie de la maladie thromboembolique et sur les antalgiques. Alors, pour conclure sur cette prise en charge, donc, j'insiste, les temps ont changé, les traitements chirurgicaux de la maladie ulcéreuse sont proposés en cas de résistance au traitement médical, ce qui est de plus en plus rare, ou si le patient présente une deuxième complication chirurgicale après un traitement médical bien conduit. Il faut surtout insister sur les règles hygiéno-diététiques, l'éducation des patients avec une contre-indication aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, nous y reviendrons après, un arrêt immédiat et définitif du tabac avec un aide au sevrage par des consultations et un patch, et enfin, donc n'oublions pas la surveillance de la tolérance et de l'efficacité du traitement. Une question un peu transversale, un peu médicale, donc la question numéro 6, quelles sont les règles de prescription pour les médicaments tels que le Voltaren? Et vous avez 1 minute 30 pour répondre.
Alors, donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, leurs propriétés, ils inhibent la synthèse des prostaglandines, ils sont en résorption digestive, se fixent aux protéines plasmatiques et ont un métabolisme hépatique avec une élimination urinaire. Donc, les indications soit anti-inflammatoires, soit analgésiques. Il faut respecter les contre-indications absolues. Les contre-indications absolues sont l'intolérance aux AINS ou aspirine, le patient qui présente un ulcère gastro-duodénal évolutif, l'insuffisance hépatocellulaire ou rénale sévère, n'oublions pas le terrain allergique, l'asthme et l'urticaire, la grossesse, l'allaitement et chez l'enfant. Alors, les contre-indications maintenant plus relatives. Alors, le port du stérilet, il n'y a pas d'inactivation si c'est simplement de courte durée. Les sujets âgés, il faut bien peser le pour et le contre. Et les antécédents d'ulcères, il faut aussi réfléchir. Les précautions d'emploi, donc, il faut faire attention quand on a affaire à un patient en déshydratation, hypertendu, présentant une hernie hiatale ou une hémorragie digestive, et enfin, un insuffisant cardiaque, hépatique ou rénal. Attention aux associations médicamenteuses. Alors, il faut savoir que l'association aspirine-corticoïde potentialise l'effet gastrotoxique. Très important. Les AVK, l'héparine et les antiagrégants augmentent le risque hémorragique. L'association à des diurétiques, IEC, inhibiteurs de l'angiotensine 2, peuvent être responsables d'une insuffisance rénale. L'association au lithium, une perturbation des taux sériques. Et enfin, les sulfamides hypoglycémiens et le méthotrexate, une défixation protéique. Règle de prescription des AINS, il faut, quand on commence des AINS, les donner au maximum 2 semaines et réévaluer sur le plan clinique. Pas d'utilité s'il n'y a pas de poussée inflammatoire et il faut respecter les doses maximales avec une utilisation de la dose minimale efficace. Attention, pas d'association de 2 AINS ensemble. Donc, il n'y a pas une association systématique avec des IPP, mais enfin c'est fait largement dans la pratique courante, sauf les sujets à risque, plus de 65 ans, antécédents d'ulcère ou épigastralgie. Il faut préférer la voie orale, éventuellement l'intramusculaire les 3 premiers jours. Et enfin et surtout, il faut surtout informer et éduquer les patients, arrêter le traitement en cas d'épigastralgie et prendre au maximum ce traitement pendant les repas. Alors je voudrais vous parler de la méthode de Taylor qui est en fait le traitement médical simple, sans chirurgie de l'ulcère perforé, nous le reverrons à la diapositive suivante. C'est une méthode qui est rarement employée mais qu'il faut connaître et qui est indiquée de façon assez fréquente chez des malades à haut risque chirurgical. Il faut que toutes les conditions que je vais vous énumérer soient remplies. Je dis bien toutes. C'est-à-dire qu'il en manque une, il faut opérer le patient. Alors, il faut qu'il n'y ait pas de fièvre, pas de choc, pas de signe d'irritation péritonéale. Le malade doit être vu tôt, il doit être à jeun lors de la perforation, il faut une certitude diagnostique et il faut que la symptomatologie ulcéreuse soit récente, moins de 3 mois, et surtout à éviter chez les patients qui sont sous corticothérapie au long cours, puisque eux ne vont pas faire les frais d'un abcès secondaire. Alors, la méthode de Taylor, elle associe l'hospitalisation au milieu chirurgical. Le patient est à jeun avec une sonde d'aspiration gastrique. Il a une antibiothérapie IV à large spectre, une rééquilibration hydroélectrolytique, l'association en IV d'IPP dentalgique et n'oubliez pas la prophylaxie de la maladie thromboembolique. Alors voici quelques références sur Internet concernant les recommandations de pratique clinique et les conférences de consensus. Donc sur la péritonite communautaire, sur le traitement et l'éradication de l'Helicobacter pylori. Ici. Et il faut, j'insiste, il faut bien connaître parfaitement les règles de prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens.